Et si, au fond, tu sentais que tu es en train de gâcher l'unique vie que tu as, pas par manque d'effort, pas par paresse, mais à cause d'un sentiment insupportable d'insignifiance, comme si le temps passait et que tout se déroulait autour de toi sans que tu sois vraiment là, comme si tu remplissais des fonctions, suivais des agendas, souriais sur les photos, mais que rien de cela ne disait qui tu es, comme s'il existait un fossé entre ce que le monde attend de toi et ce que tu ressens en silence lorsque tu es seul. Si tu as déjà ressenti cela, ne serait-ce qu'une seconde, même déguisé en fatigue ou en découragement, alors peut-être es-tu déjà plus proche de la vérité que tu ne le crois. Carl Gustav Jung, l'un des penseurs les plus profonds et les plus courageux du XXe siècle, ne croyait pas que le sens de la vie pouvait être livré par une religion, une idéologie ou une formule magique. Pour lui, il n'y avait pas de carte prête à l'emploi, seulement la boussole de l'âme, et cette boussole pointe vers l'intérieur. Le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans l'obscurité du simple fait d'être. Ce n'est pas une belle phrase, c'est un avertissement. Jung savait que vivre, vraiment vivre, exigeait de traverser des territoires sombres. Il ne s'agit pas de succès, de gloire ou de prestige. Toutes ces choses peuvent n'être que des distractions. Il s'agit d'affronter ce qui est caché, de découvrir ce que tu caches à toi-même. Et voici le premier conflit. Comment accepter que le sens de la vie ne soit peut-être pas à l'extérieur, dans une réussite, un poste, un titre, mais précisément dans ce que tu refuses de regarder en face. Pense aux noms que l'histoire nous a appris à admirer. Jung, Freud, Einstein, Shakespeare, Mandela, Léonard de Vinci. Ils nous semblent inaccessibles, légendaires, des êtres d'une autre catégorie, presque surhumains. Et alors, nous comparons. Ma vie est trop petite, trop médiocre. Je ne serai jamais comme eux. Mais ce que ces figures avaient en commun, ce n'était pas la perfection, c'était la profondeur, une plongée sans compromis dans ce qu'ils étaient vraiment, dans leurs propres abîmes. Le monde moderne nous a appris à mesurer la valeur avec des chiffres, des abonnés, des diplômes, des trophées, des étapes. Mais Jung nous propose une autre unité de mesure, une qui ne peut pas être photographiée. Il dit que notre vie ne prend sens que lorsque nous cessons de regarder dehors et que nous commençons à écouter ce qu'il y a en nous. Et ce qu'il y a en nous est bien plus chaotique que ce que nous aimerions admettre. Jung propose que nous soyons composés d'un système complexe appelé psyché. Et la psyché humaine est divisée entre ce que nous savons et ce que nous faisons semblant de ne pas savoir. La partie connue, celle que nous pouvons voir, comprendre et nommer, est appelée conscience. En son centre se trouve l'ego. Cet ego n'est pas notre vanité comme on le pense souvent, c'est notre identité fonctionnelle, le moi qui agit dans le monde. Mais en dehors de l'ego, il existe un territoire vaste, brumeux, plein de sons étouffés, d'impulsions refoulées, de souvenirs déformés. Ce territoire, c'est l'inconscient. Et au cœur de l'inconscient vit ce que Jung a appelé l'ombre. L'ombre n'est pas le mal en toi, c'est ce que tu as caché pour survivre. Ce sont tes désirs interdits, ta colère dissimulée, ta tristesse étouffée, tes rêves que tu n'as pas eu le courage de poursuivre. C'est tout ce qui, à un moment donné, a été rejeté par toi, par ta famille, par la société, et qui, par conséquent, a été relégué dans les sous-sols de l'âme. L'ombre, c'est tout ce que tu n'oses pas dire à voix haute, mais qui hurle silencieusement dans tes actes. Combien de fois t'es-tu agacé contre quelqu'un sans savoir pourquoi? Combien de fois as-tu jugé le comportement des autres, puis réalisé que tu faisais exactement la même chose? Combien de fois as-tu ressenti un vide que rien ne semblait pouvoir combler? Peut-être est-ce ton ombre qui frappe à la porte. Et alors, une question inconfortable surgit. Et si ce qui t'empêche de trouver un sens était précisément ce que tu essaies de cacher? La plupart d'entre nous vit selon une persona, un masque soigneusement construit pour répondre aux attentes. Nous en avons un pour le travail, un pour les amis, un pour la famille, et avec le temps, nous oublions le visage qui se cache derrière. Nous faisons semblant d'aller bien, de fonctionner, d'être forts, de savoir ce que nous faisons. Et plus nous croyons en ces masques,
plus l'ombre se tord à l'intérieur de nous, cherchant une brèche pour se manifester. Jung ne croyait pas que se rencontrer soi-même était un processus léger. Au contraire, il disait que l'individuation, le chemin vers le soi authentique, était un parcours qui exigeait douleur, conflit et courage. Et tout commence par cette question. Qu'y a-t-il en moi que je ne supporte pas d'admettre? Cette question peut détruire des certitudes. Elle peut secouer les fondations de ton identité, mais elle peut aussi ouvrir une porte qui ne se refermera jamais, celle de la conscience réelle. Combien de décisions dans ta vie ont été prises pour plaire aux autres? Combien de rêves as-tu abandonnés par peur d'être jugé? Combien de fois t'es-tu forcé à suivre une voie qui t'étouffait simplement parce que c'était le chemin correct? Et si tu vivais la vie de quelqu'un d'autre? Voici le noyau de la pensée jungienne. Le sens de la vie n'est pas un but à atteindre, c'est un processus de révélation. Et ce processus commence lorsque tu cesses de fuir ce que tu es. Mais bien sûr, fuir est plus confortable, cela demande moins d'efforts. Cela semble plus sûr, jusqu'au jour où la douleur de ne pas être toi-même devient plus forte que la peur de devenir qui tu es vraiment. Et quand ce jour arrive, s'il n'est pas déjà arrivé, tu ne peux plus faire semblant. Tu ressens. Quelque chose en toi vibre, dérange, brûle. Un appel silencieux, presque spirituel, rentre chez toi. Et ce chez toi, c'est toi-même. Tu n'as pas besoin d'être Jung, ni Freud, ni Shakespeare, ni Mandela. Tu dois seulement être toi, entièrement. Mais cela demande un affrontement, une révolution intérieure. Et peut-être te demandes-tu, d'accord, mais par où commencer? Jung dirait que le premier pas est simple, mais brutal. Reconnais qu'il y a une ombre en toi. Admets que tu n'es pas que lumière, pas que bonté, pas que logique ou joie. Tu as de la colère, tu as peur, tu as de la vanité. Tu as des impulsions que tu ne comprends pas. Et tout cela fait partie de toi aussi. La plupart des gens passent leur vie à tenter d'amputer des parties d'eux-mêmes, comme s'il était possible de s'améliorer en niant qui l'on est. Mais la vérité, c'est que ce qui n'est pas intégré se retourne contre toi. Ce qui est réprimé finit toujours par exploser. Et peut-être, juste peut-être, que ce vide de sens que tu ressens est l'effet secondaire de cela. Avoir étouffé tant de ton essence que tu ne te reconnais plus. Jung nous offre une sortie, mais elle ne vient pas sous forme de réponse toute faite. Elle vient sous forme de défi, le défi de regarder dans le miroir et de ne pas détourner les yeux, le défi d'écouter tes silences, le défi de descendre dans la cave de ton âme et de ne pas fuir ce que tu y trouveras. Car c'est dans cette cave sombre, étouffante, oubliée, que se trouve peut-être l'étincelle manquante, l'étincelle qui allumera la lumière du sens, dans l'obscurité du simple fait d'être. Et maintenant, es-tu prêt à rencontrer ton ombre? Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Jung. As-tu déjà eu l'impression de prendre des décisions qui ne venaient pas vraiment de toi, comme s'il y avait une force invisible qui tirait les ficelles de ta vie, derrière un rideau? T'es-tu déjà surpris à dire quelque chose qui, une seconde après, ne semblait plus venir de toi, ou à réagir de manière excessive, trop en colère, trop dépendant, trop froid, sans vraiment comprendre pourquoi? Eh bien, cette force a un nom. Jung l'a appelé l'ombre. Et l'ombre, c'est tout ce que tu ne sais pas être, mais que tu es. Tout ce que tu as refoulé, enterré, oublié, ou jamais osé regarder. Mais elle est toujours là. Et ce que tu ignores te gouverne. Tu veux vraiment savoir qui tu es? Alors prépare-toi. Car la connaissance de soi n'est pas une promenade dans un parc ensoleillé. C'est une traversée nocturne à travers un terrain inconnu, plein d'impasses sombres et de miroirs brisés. Et tout commence quand tu arrêtes de dire « je suis comme ça » pour commencer à te demander « pourquoi suis-je comme ça ?» Tu penses peut-être que tu te connais, que tu as assez lu, que tu as fait de la thérapie, que tu connais tes traits, tes défauts, tes talents. Mais la vérité, c'est que ce que tu sais de toi-même n'est que la pointe de l'iceberg. La plus grande partie
est submergé dans l'inconscient, dans le silence entre tes pensées, dans la colère que tu réprimes, l'envie que tu refuses d'admettre, la tristesse que tu masques avec de l'humour, la peur que tu caches derrière la productivité. L'ombre n'est pas le mal en toi. C'est ce qui a été jugé, coupé ou nié pendant ton développement. C'est le talent qu'on t'a dit inutile, le désir qu'on t'a dit honteux, la sensibilité qu'on t'a dit être une faiblesse, l'ambition qu'on a confondue avec de l'arrogance. C'est toi, avant qu'on ne t'adapte au monde. Imagine un enfant qui aime danser, mais chaque fois qu'il danse, on se moque de lui. Que fait-il? Il s'arrête, il cache, il refoule. Cette énergie ne disparaît pas, elle va dans l'ombre. Et un jour, cet enfant, devenu adulte, commence à ressentir une angoisse sans nom, une insatisfaction chronique, un vide qu'il ne comprend pas, parce qu'une partie vivante de lui a été exilée. L'ombre ne contient pas seulement ce qui est laid, elle garde aussi ce qui est splendide, mais que tu as abandonné par peur. Tu veux un exemple réel? Regarde le cas de Clara, une femme de 32 ans, brillante, éduquée, douce. Elle mettait toujours les autres en premier, ne se plaignait jamais, toujours disponible. Mais à l'intérieur, elle était épuisée, se sentait utilisée, injustement traitée. Elle tombait souvent malade, s'irritait sans raison, se sentait vide, même entourée. Lors d'un travail d'introspection, elle a enfin compris, son ombre criait. Clara avait réprimé toute sa colère, son besoin de dire non, son désir de poser des limites. Elle associait cela à de l'égoïsme, à de l'impolitesse. Mais en agissant ainsi, elle avait tué des parties essentielles d'elle-même. Quand elle a commencé à explorer son ombre, Clara a compris que sa gentillesse excessive était un masque, une protection. Elle n'était pas seulement gentille, elle était aussi furieuse, et avec raison. Et lorsqu'elle a commencé à le reconnaître, à utiliser sa colère comme boussole, sa vie a commencé à changer. Elle a appris à dire « ça suffit », à protéger son énergie. Et pour la première fois, elle s'est sentie vraiment vivante. Et toi, qu'est-ce que tu caches là-dedans? Qu'est-ce que tu ressens, mais que tu ne dis pas? Qu'est-ce que tu veux, mais que tu t'interdis de vouloir? C'est ça, le travail de l'ombre. Ce que Jung appelait le « shadow work », l'exercice constant de descendre dans les profondeurs de l'âme et d'écouter ce qui a été réduit au silence. Il ne s'agit pas de vaincre ton ombre, il ne s'agit pas de s'en débarrasser, il s'agit d'amener la lumière sur ce qui était inconscient, d'accueillir les parties de toi que tu as exilées, de comprendre que tu n'es pas seulement ce que tu montres dans ton CV, sur Instagram ou au repas de famille. Tu es aussi ce qui se cache dans le silence, dans le miroir, dans l'obscurité. Et comment commencer ce travail? Commence par observer ta colère. Chaque fois que tu t'énerves contre quelqu'un, demande-toi « Qu'est-ce qui m'a exactement dérangé? Est-ce que cette personne touche une partie de moi que je n'accepte pas? Si tu te fâches contre les paresseux, est-ce que tu refoules ta propre fatigue? Si tu juges ceux qui se montrent, est-ce que tu as peur d'être vu? Si tu détestes les égoïstes, est-ce que tu ne t'es jamais permis de te prioriser? C'est l'art de la projection. Quand tu détestes chez les autres ce que tu refuses de voir en toi. Et chaque jugement que tu portes peut être un miroir qui reflète ton ombre. L'étape suivante est l'auto-interrogation consciente. Un exercice quotidien. Prends du papier et un stylo. Ou ferme les yeux et demande-toi « Qu'est-ce qui m'a touché aujourd'hui ? Pourquoi ai-je agi comme je l'ai fait? Qu'est-ce que j'essayais de cacher? À quel moment me suis-je senti petit, invisible ou déplacé? » Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Mais tu dois commencer à entendre les bonnes questions. Et si ce processus te fait peur, c'est normal, il fait peur. Parce qu'à chaque fois que tu touches à ton ombre, tu menaces ton ego. Et l'ego déteste perdre le contrôle. Il essaiera de te convaincre que ça ne compte pas, que tu as déjà surmonté ça, que c'est dans ta tête. Mais l'ombre persiste, elle attend. Et plus tu l'ignores, plus elle se déguise en maladie, en explosion, en sabotage, en insatisfaction chronique.
Jung disait, tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Mais le destin peut être réécrit. Et cela commence quand tu choisis d'arrêter de faire semblant que tout va bien. L'ombre n'est pas ton ennemi. C'est un dossier perdu rempli de morceaux de toi-même, et chaque morceau récupéré est un fragment d'âme qui revient à la maison. Et plus tu en récupères, plus tu deviens entier. C'est ce que Jung appelait l'individuation, le processus par lequel tu cesses d'être un fragment, une caricature, un rôle social, et deviens une personne réelle, intègre, authentique. Et ça change tout, parce que quand tu te connais, vraiment, tu cesses de vivre en pilote automatique, tu arrêtes de suivre des chemins étrangers, tu arrêtes de chercher l'approbation et tu commences à prendre des décisions basées sur qui tu es vraiment, même si personne ne comprend, même si cela semble fou, même si ça fait peur. Tu t'es déjà demandé pourquoi tant de gens semblent perdus alors qu'ils ont tout, pourquoi tant de personnes réussissent mais se sentent vides. Pourquoi, malgré tous les écrans, les réseaux, les distractions, on ressent toujours un vide assourdissant à l'intérieur, parce qu'on est loin de soi-même, et il n'y a qu'un seul chemin de retour, descendre, regarder, écouter. Voici ton appel. La vie te demande du courage, pas pour vaincre les autres, mais pour te retrouver, pour tomber le masque, pour accepter ce qui est. Pour accueillir ta lumière et ton ombre, tu n'as pas besoin de réponse parfaite, tu dois juste faire le premier pas. Alors voici ta mission. Aujourd'hui, pas demain, pas quand ce sera pratique. Prends une feuille et écris 3 choses que tu caches à toi-même, 3 traits que tu juges chez les autres, 3 désirs que tu réprimes. Tu n'as pas besoin de le montrer à qui que ce soit, mais regarde, ressens et vois ce qui change. Tu seras surpris par ce qui vit dans l'ombre. Et si ce voyage a résonné en toi, si quelque chose s'est allumé à l'intérieur, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de qui il est. Laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Parce qu'ici, on ne vend pas de réponses toutes faites. On marche ensemble vers les bonnes questions. Et dans la prochaine partie, on parlera de ce qu'on fait avec tout ce que tu es en train de découvrir. Car reconnaître l'ombre, ce n'est que le commencement. Le vrai défi, c'est la transformer en force. À très vite. Je n'aspire pas à être un homme bon. J'aspire à être un homme entier. Carl Jung. Et maintenant que tu as commencé à découvrir ton ombre, que vas-tu en faire? C'est peut-être la question la plus importante de ta vie. Parce que jusqu'ici, tout cela a pu ressembler à un processus d'observation, un voyage de découverte. Mais que vas-tu faire de ce que tu as trouvé? Le cacher à nouveau? Le ranger dans un tiroir et faire comme si tu ne l'avais jamais vu? Ou vas-tu le transformer en puissance? La majorité des gens ne sont pas prêts pour cette étape. Non pas parce qu'elle est plus difficile, mais parce qu'elle demande quelque chose de rare, la maturité émotionnelle. Le courage de regarder en soi est noble, mais le courage d'agir à partir de ce que l'on y a trouvé est révolutionnaire. Peux-tu imaginer ce que serait vivre, non pas contre ton ombre, mais avec elle en alliance? Cela semble absurde au premier abord. Faire ami-ami avec ce que l'on a passé sa vie entière à vouloir supprimer, mais réfléchis. Combien de fois as-tu perdu le contrôle et l'as regretté? Combien de fois as-tu avalé ta colère, souri pour éviter le conflit, gardé le silence pour rester civilisé? Et ensuite t'es-tu senti vidé, utilisé, épuisé? Réprimer ce que l'on ressent ne nous purifie pas. Cela nous rend malades. Et voici l'une des idées les plus provocantes de Jung. Les émotions ne sont pas morales. Ce sont des outils. Savais-tu que la colère peut être une boussole de protection? Que la jalousie peut pointer vers des désirs légitimes et inassouvis? Que la paresse peut être un cri désespéré pour du repos et non une faiblesse de caractère? Le problème, ce ne sont pas les sentiments. Le problème, c'est quand on les vit hors contexte. As-tu déjà pensé que ce que tu détestes le plus en toi est peut-être simplement mal orienté? Peut-être que cette impatience que tu crois être un défaut est ton âme qui crie que tu perds ton temps dans des endroits qui ne te nourrissent pas. Peut-être que ton anxiété est une intuition étouffée qui supplie pour un changement de cap.
Et si tu regardais ces émotions comme des messages et non comme des ennemis? Le chaos qui vit en toi ne demande pas une punition. Il demande une écoute, une intégration, une redirection. Imagine un instant une personne qui toute sa vie a été qualifiée d'explosive, à qui on a dit qu'elle devait contrôler son tempérament, qu'elle était difficile, qu'elle devait être plus calme. Alors elle a appris à tout avaler, à sourire, à plaire, à se taire, jusqu'au jour où elle tombe malade, pour de vrai. Fibromyalgie, insomnie, tachycardie, gastrite nerveuse. Et les médecins disent, c'est du stress accumulé. Mais personne n'explique ce qui s'est vraiment accumulé. Ce qui s'est accumulé, c'est l'ombre d'une force qui n'a jamais été utilisée à bon escient. Cette personne aurait pu devenir une meneuse née, une militante passionnée, une négociatrice redoutable, une artiste viscérale. Mais non, on l'a domestiquée. Ah, et toi? Quelles forces en toi sont mal employées? Quelles vertus ont été prises pour des défauts, simplement parce qu'elles dérangeaient ceux qui t'entouraient? Intégrer son ombre, ce n'est pas justifier un comportement destructeur, c'est utiliser l'énergie de l'ombre au service de ta conscience. La colère n'est pas de la violence, c'est une frontière. La jalousie n'est pas de la méchanceté, c'est une boussole. La peur n'est pas de la faiblesse, c'est un signal. La tristesse n'est pas un échec, c'est une présence. Mais comment faire cela concrètement? Commence à te poser devant chaque émotion intense les questions suivantes. Que veut-elle me dire? Quel besoin se cache derrière? Que cherche-t-elle à me signaler? Cela change tout, car lorsque tu arrêtes de classer les émotions en bonnes ou mauvaises et que tu commences à les voir comme des messages internes, tu cesses de vivre en guerre avec toi-même et tu commences à vivre en dialogue. Voici le véritable tournant, le moment où tu comprends que tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être entier. Tu sais quel est l'effet secondaire de l'intégration de ton ombre? La liberté. Tu arrêtes de te censurer sans cesse, d'avancer sur la pointe des pieds, de t'auto-limiter à chaque conversation, dans chaque relation, dans chaque rêve. Et tu commences à prendre ta place, avec clarté, avec présence. Avec une vraie force, pas celle simulée de quelqu'un qui sourit tout en saignant à l'intérieur. Mais attention, intégrer l'ombre n'est pas un événement unique, c'est un processus continu. Chaque jour, tu changes, et chaque jour, une nouvelle partie de toi peut émerger de l'inconscient. Ce qui te semble aujourd'hui contrôlé peut, demain, déborder. Ce que tu crois avoir dépassé peut réapparaître. Et c'est normal, parce que la connaissance de soi, ce n'est pas la stabilité, c'est la conscience en mouvement. Tu t'es déjà demandé pourquoi tant de gens s'effondrent soudainement. Des personnes qu'on croyait bonnes, fortes, calmes, explosent, trahissent, sabotent, tombent malades. C'est parce que vivre en niant son ombre, c'est comme construire sa maison sur un volcan. À un moment ou à un autre, il entre en éruption. Tu peux passer ta vie à tenter de tout contrôler. Mais le contrôle est fragile. Ce qui est vrai demeure, et ce qui est réprimé se fait payer. Jung nous avertit, ce à quoi tu résistes persiste. Alors pourquoi ne pas transformer l'ombre en allié? Regarde ce qui se passe quand quelqu'un accepte sa vulnérabilité. Il n'est plus prisonnier du regard des autres. Regarde ce qui arrive quand quelqu'un assume son ambition. Il arrête de vouloir plaire à tout prix et commence à construire ce qu'il veut. Regarde ce qui se passe quand quelqu'un arrête de faire semblant de ne pas être en colère. Il apprend à dire non, avec fermeté et avec amour. C'est ça la magie de l'intégration. Tu accèdes à des ressources internes qui étaient enfermées. C'est comme découvrir des super-pouvoirs enfouis sous des années de jugement, de honte et de peur. Et voici le plus beau paradoxe de cette étape. Plus tu acceptes ton obscurité, plus tu rayonnes, car la lumière, ce n'est pas l'absence d'ombre, c'est la conscience qu'elle est là. Et cette conscience change tout. Elle transforme tes choix, tes relations, ton travail, ta façon d'aimer, ta façon d'occuper l'espace dans ce monde. Tu commences à agir avec une clarté que personne ne comprend, mais que tout le monde ressent. Tu émets une vibration de quelqu'un qui se connaît, s'accueille et se soutient.
Et ça, c'est magnétique. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu n'as plus besoin de te comparer. Tu n'as plus besoin de te justifier. Parce que quand tu es entier, tu es suffisant. Et maintenant, dis-moi, es-tu prêt à vivre comme quelqu'un qui se suffit à lui-même? Es-tu prêt à cesser d'être un fragment et à devenir un être complet? Si oui, continue. Continue de plonger, de reconnaître, d'intégrer. Mais ne reviens jamais en arrière. Car une fois que tu sais qui tu es et que tu as ressenti la puissance de t'accepter entièrement, tu ne rentreras plus jamais dans la petite vie que tu vivais autrefois. Et si tout ce que tu crois savoir sur toi ne valait absolument rien si tu n'en faisais rien, c'est brutal de commencer comme ça, je sais, mais tu dois entendre cette vérité, les pieds bien ancrés au sol. La connaissance de soi, sans action, n'est qu'une forme de vanité déguisée. Tu peux passer des années plongé dans des livres de psychologie, des philosophies orientales, des vidéos profondes, des thérapies transformantes. Tu peux connaître ton ombre par cœur, ton thème astral, tes traumatismes, tes croyances limitantes. Tu peux même comprendre parfaitement pourquoi tu te sabotes, pourquoi tu as peur, pourquoi tu te caches. Mais si tu n'agis pas à partir de ça, rien ne change. Jung l'a dit sans détour. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis que tu feras. Et cette phrase est une claque de réalité pour une génération habituée à accumuler des informations, mais paralysée dans la pratique. Nous sommes des experts du diagnostic et des procrastinateurs chroniques de la transformation. Combien de fois as-tu eu une révélation profonde et juré que tu allais changer pour tout oublier le lendemain matin? Combien de fois as-tu dit « cette fois, c'est la bonne » et 3 jours plus tard, tu étais revenu exactement au même point? Peut-être que ton problème, ce n'est pas le manque de connaissances. Peut-être que ce qui te freine, c'est l'absence de mouvement. Pourquoi? Parce qu'agir fait peur. Agir, c'est s'engager. C'est quitter le confort douillet de la réflexion et plonger dans le chaos du réel. Agir, c'est s'exposer à l'erreur, au jugement, au rejet. Et même si tu dis que tu veux changer, une part de toi, silencieusement, veut rester exactement là où tu es. Parce que là où tu es, aussi douloureux que ce soit, c'est familier. Et le familier est addictif. L'être humain ne cherche pas le bonheur. Il cherche la prévisibilité. Il cherche le contrôle. Et agir vraiment, détruit cette illusion de contrôle. C'est pourquoi tant de gens préfèrent rester dans leur tête. Penser, planifier, ruminer. Mais la vie ne se passe pas dans la tête. Elle se passe dans le geste, dans le pas franchi, dans le mot prononcé, dans la décision prise, dans le choix qui ne permet pas de retour. Tu dis vouloir vivre avec un sens, mais combien de fois as-tu attendu les conditions parfaites pour commencer quelque chose? Combien d'idées sont mortes en toi parce que le bon moment n'est jamais arrivé? Combien de rêves ont été rangés dans un tiroir en attendant plus de confiance, plus de temps, plus d'argent, plus de courage? Et si je te disais que ce plus ne viendra jamais? La vérité brute, c'est que personne ne se sent prêt au départ. Tu deviens prêt en marchant, en te trompant, en trébuchant, en réajustant, en respirant profondément et en avançant quand même. C'est exactement ce que Jung voulait dire par « le privilège de la vie », c'est de devenir celui que tu es vraiment. Devenir, un verbe en mouvement. Ce n'est pas ce que tu es, mais ce que tu es en train de devenir. Et cela exige de l'action constante. Pas une action spectaculaire, mais une action cohérente. Avec qui tu es, avec ce que tu ressens, avec ce que tu as déjà compris. Parce que si tu sais déjà que ton ombre contient une force créative, pourquoi as-tu encore peur de montrer ton travail? Si tu sais que tu as réprimé ta voix pendant des années, pourquoi continues-tu à éviter les conversations difficiles? Si tu sais que la peur du jugement te paralyse, pourquoi attends-tu encore l'approbation des autres pour vivre? Tu veux du sens, mais le sens ne vient pas de l'extérieur. Le sens naît à l'instant où tu transformes ce que tu ressens en ce que tu fais. Imagine quelqu'un qui rêve d'écrire un livre. Elle a l'inspiration, elle a le talent, mais elle n'écrit que lorsqu'elle se sent inspirée. Autrement dit, presque jamais. Elle vit avec l'idée du livre dans la tête. Elle parle du livre. Elle achète des carnets, installe des applis,
mais elle n'écrit pas parce qu'elle a peur de ne pas être assez bonne, peur d'échouer, peur d'écrire quelque chose de médiocre. Résultat, le livre n'existe pas. Maintenant, imagine une autre personne, peut-être moins talentueuse, mais qui écrit tous les jours, avec colère, avec doute, avec des blocages, avec peur. Mais elle écrit, et elle termine, et elle envoie aux maisons d'édition, et elle reçoit des refus, et elle réécrit, et elle retente. Devine qui publie en premier? La vie ne récompense pas l'intention, elle répond à la pratique. Et il ne s'agit pas seulement de livres, il s'agit de ta vocation, de ton couple, de ton but, de ta santé, de ta spiritualité, de ton héritage. Tu peux tout savoir sur toi, mais si tu ne l'appliques pas, tu vivras comme si tu ne savais rien, et tu veux savoir ce qu'il y a de plus cruel. Avec le temps, ce que tu ne cultives pas pourrit. L'intuition devient cynisme. La créativité devient frustration. La colère non exprimée devient maladie. La tristesse ignorée devient dépression. Le désir refoulé devient apathie. Tout ce qui ne se transforme pas se retourne contre toi. Alors il est temps d'arrêter de penser et de commencer à faire. Pas quand tu pourras, pas quand tu seras plus prêt. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui avec ce que tu sais déjà? Quelle petite action, aussi minime soit-elle, pourrait être un tournant? Tu veux changer de métier? Envoie un message à quelqu'un du domaine. Tu veux dire quelque chose que tu gardes en toi depuis des années? Écris, appelle, propose une rencontre. Tu veux sortir d'une relation qui te détruit? Commence à planifier ta sortie. Respire, mais avance. Tu veux prendre soin de ta santé mentale? Cherche de l'aide, prends rendez-vous, parle à quelqu'un. Le secret n'est pas dans le saut parfait, il est dans le premier pas imparfait. Personne ne te l'a dit, alors je vais te le dire. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as besoin d'être engagé. L'engagement, c'est ce qui te soutient quand la motivation échoue. Et crois-moi, elle échouera. Mais ce qui te tiendra debout, c'est le pacte que tu as fait avec toi-même. Et voici la plus grande erreur de ceux qui cherchent un sens. Croire que c'est quelque chose qu'on trouve. Non, le but ne se trouve pas. Il se construit par des décisions, par des habitudes, par des actions concrètes qui disent « je suis cela, je crois en cela, j'ai choisi cela ». Et tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout ça? Plus tu agis en accord avec qui tu es, plus tu deviens celui que tu étais destiné à être. Le monde n'a pas besoin de plus de rêveurs. Il a besoin de plus de gens en mouvement. Et si ça te fait peur, tant mieux. C'est le signe que tu es sur le point de grandir. Alors dis-moi, tu vas continuer à être quelqu'un qui comprend tout de lui-même, mais qui vit comme s'il ne savait rien. Ou tu vas te lever, éteindre cet écran, et faire, même en tremblant, ce qui doit être fait. Et si ce que tu appelles procrastination était en réalité de la peur déguisée, tu le ressens toi aussi, cette force invisible qui te retient chaque fois que tu t'apprêtes à changer, ce blocage dans la poitrine juste avant une décision importante, cette paralysie discrète, au moment de te montrer, de prendre un risque, de dire « je veux », la plupart des gens pensent qu'ils manquent de courage. Mais la vérité est encore plus inconfortable. Ce qui manque, ce n'est pas le courage. Ce qui manque, c'est la disposition à reconnaître la peur comme une partie de toi. Parce que la peur, contrairement à ce qu'on t'a appris, n'est pas l'ennemi. La peur est le gardien de ta prochaine étape. Et ça change tout. Carl Jung le savait. Il disait, là où est ta peur, se trouve aussi ton véritable devoir. Tu comprends ce que cela signifie? Cela signifie que la peur n'est pas un signe d'erreur. C'est un signe que tu es exactement là où tu dois être, devant la porte, devant la limite, devant l'abîme qui sépare ce que tu as été jusqu'à maintenant de la personne que tu es appelé à devenir. Et personne ne traverse cet abîme sans douleur, mais tous ceux qui traversent renaissent. Mais avant cela, il faut reconnaître, tu as peur, et pas seulement des grands risques, mais aussi des choses ordinaires, des petites. Tu as peur d'être rejeté par ceux que tu aimes, peur d'échouer et de décevoir les autres, peur de sortir de la routine et de perdre ce que tu as bâti, peur de changer et de ne plus être reconnu, peur de réussir et de ne pas savoir maintenir ce succès.
peur de te dévoiler et que personne ne s'y intéresse, peur de vivre, vraiment. Mais comment en est-on arrivé là? Peut-être parce qu'on nous a conditionnés à croire que la peur est un défaut, une faiblesse, un problème à éliminer. On a grandi avec des phrases comme « N'aie pas peur, sois fort », la peur est pour les faibles. Alors, chaque fois qu'on la ressent, on l'avale. On la masque avec de l'humour, on la cache derrière des distractions, on l'appelle fatigue, on l'appelle paresse, on l'appelle procrastination. Mais la vérité, c'est que la peur ne disparaît pas quand on l'ignore. Elle grandit dans l'ombre, et si tu ne la regardes pas, elle prendra le volant de ta vie les yeux fermés. Combien d'opportunités as-tu déjà laissé passer parce que tu as trop hésité? Combien de fois t'es-tu saboté avant même d'avoir essayé? Combien de versions de toi-même sont mortes avant de naître à cause d'une peur sans nom? La peur est rusée, elle s'adapte. Parfois, elle se déguise en prudence. D'autres fois, en bon sens. Et très souvent, elle prend le masque du réalisme. Mais derrière chaque excuse logique, chaque raisonnement rationnel, chaque « ce n'est pas le bon moment », il se cache peut-être une petite voix qui murmure « Si tu essayes, tu risques d'avoir mal. » Oui, ça peut faire mal. Mais, et si la douleur était précisément ce qu'il te manque? Tu sais que la douleur est l'un des moyens les plus primitifs du corps pour signaler un apprentissage. À l'époque où l'humain chassait pour survivre, la peur était une alliée. Elle nous empêchait d'approcher les prédateurs. Elle nous apprenait à vivre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la peur est dépassée. Ton cerveau réagit encore à un « non » venant d'un inconnu, comme s'il faisait face à un tigre à dents de sabre. Tu ressens encore une peur de mourir quand tu montes sur une scène, quand tu quittes une relation ou quand tu lances un projet. Mais tu ne vas pas mourir, tu vas changer. Et c'est exactement ce que la peur tente d'empêcher à tout prix, le changement. La peur est la gardienne de la zone de confort, même quand cette zone est une prison, même quand elle t'étouffe. Parce que, pour la peur, un enfer familier vaut mieux qu'un paradis incertain. Et voici le paradoxe. Tu trouveras la liberté que tu recherches en traversant ce qui t'effraie le plus. Ça semble cliché? Alors réponds honnêtement. Quelle est la dernière fois où tu as fait quelque chose qui te terrifiait et que cela t'a rendu plus faible? Peut-être que tu tremblais, peut-être que tu as pleuré, peut-être que tu as trébuché. Mais au fond, tu es ressorti plus grand, plus lucide, plus entier et peut-être même fier de toi. Parce qu'il n'y a qu'une façon de vaincre la peur, la traverser. Mais attention, cela ne veut pas dire foncer tête baissée. Ce n'est pas de l'impulsivité, c'est se préparer avec responsabilité, avec clarté, et ensuite agir malgré la peur. Ne l'attends pas disparaître. Elle ne partira pas, mais elle deviendra plus petite quand tu la regarderas en face. Jung disait que la peur refoulée revient avec 2 fois plus de force. Elle devient symptôme, elle devient insomnie, elle devient apathie, anxiété, fuite. Tu peux dire que tu n'as pas peur. Mais que fais-tu de tes talents, de tes idées, de tes relations, de ta liberté? Si rien de tout cela n'est vécu pleinement, la peur gagne. Et voici une vérité difficile. La peur ne s'en va pas parce que tu l'ignores. Elle s'en va quand tu l'écoutes. Mais écouter la peur, ce n'est pas s'y soumettre. C'est comme parler à un vieux gardien. Il t'avertit des risques, il te montre les scénarios, il te rappelle les chutes. Mais à la fin, c'est toi qui décides. Alors demande-toi, de quoi ai-je réellement peur? Du regard des autres, d'échouer, de l'effort que le changement exige, de ne plus être reconnu, de devoir affronter une nouvelle version de moi-même? Donne un nom à ta peur, une forme, une couleur, une odeur. Regarde-la dans les yeux et demande ensuite « Qu'est-ce que je perds en continuant à me cacher derrière toi ?» Parce que chaque peur a un coût caché. Et ce coût est trop élevé pour être ignoré. Peur d'aimer, coût, solitude. Peur de dire non, coût, tes limites. Peur d'essayer, coût, tes rêves. Peur de changer, coût, ta vie. Peux-tu vivre avec ce prix? Si la réponse est non, alors la peur n'est plus le problème. Le problème, c'est ta décision. Es-tu prêt à payer le prix de la transformation? Parce qu'elle exige, elle demande de l'énergie,
du temps, du désagrément. Mais elle donne en échange quelque chose d'inestimable, la liberté émotionnelle. Et la liberté émotionnelle, c'est agir sans être dirigé par les attentes des autres, ne plus être paralysé par les « et si », faire des erreurs et continuer, ressentir la peur et avancer quand même. C'est à ce moment-là que tu cesses d'être prisonnier et que tu deviens l'auteur de ta propre histoire. Tu t'es déjà imaginé dans ce lieu où tu te lèves et vis selon ce en quoi tu crois, où tu dis ce que tu penses, avec respect, mais avec fermeté, où tu poursuis tes projets avec clarté, sans culpabilité, où tu entres et sors des relations avec intégrité, où tu ne te diminues pas pour rentrer dans le cadre, où la peur existe toujours, mais ne dirige plus. Ce lieu existe et il commence au moment précis où tu décides de traverser le pont. Tu peux continuer à vivre de ce côté-ci, le côté de l'hésitation, du contrôle, de la sécurité apparente, où tu peux traverser. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as besoin d'être déterminé. Et si tout ce que tu désires dans la vie se trouvait juste de l'autre côté de ta plus grande peur, es-tu prêt à le découvrir? Et si je te disais que tout ce que tu évites le plus dans la vie, la douleur, l'échec, l'inconfort, est justement ce qui donne du sens à tout ce que tu désires le plus? Nous vivons dans une culture obsédée par le bonheur, par le bien-être, par la légèreté, par la positivité. Des phrases de développement personnel sont imprimées sur des tasses, des t-shirts et des biographies d'entreprise. Et le mantra est toujours le même. Éloigne-toi de ce qui fait mal. Ne pense pas négatif. Les vibrations basses attirent les mauvaises choses. La vie est trop courte pour souffrir. Mais Carl Jung disait tout le contraire. Même une vie heureuse ne peut exister sans une part d'obscurité. Et le mot « heureux » perdrait son sens s'il n'était pas équilibré par la tristesse. Lisse à nouveau lentement. Le bonheur n'a de sens que parce que la douleur existe. Et si c'était justement l'inconfort, celui que tu fuis, que tu anesthésies avec des distractions, que tu déguises en obligation, l'ingrédient essentiel pour que la vie ait de la profondeur? Personne n'aime souffrir. Bien sûr que non. Mais et si tu confondais éviter la douleur avec éviter ta propre transformation? Réfléchis-y. Tous les grands tournants de ta vie ont été accompagnés de douleur. Une rupture, la mort d'un être cher, une déception, un effondrement émotionnel, un silence trop lourd pour être ignoré. Et après cela, tu étais différent, plus fort, plus lucide, plus vrai, moins naïf, plus proche de toi-même. Tu t'en es déjà rendu compte? Nous passons notre vie à vouloir blinder notre existence. Nous créons des routines hermétiques. Nous prenons des anxiolytiques. Nous simulons une stabilité. Mais la vie, la vraie, se passe dans l'imprévu, dans le chaos, dans ce qui échappe au contrôle. Et Jung savait que c'est précisément là que naît le vrai sens. Il appelait cela la rencontre avec l'ombre collective. La prise de conscience que le monde, tout comme l'individu, porte ses propres ténèbres. Que vivre n'est pas une ligne droite, c'est une danse entre la lumière et l'obscurité. Mais curieusement, quand on parle de mission de vie ou de but, les gens l'associent encore à une paix permanente, à une réalisation sans douleur, à un contentement éternel. Et je te pose la question, d'où vient ce récit? As-tu déjà vu quelqu'un de véritablement grand, pas célèbre, mais grand, qui n'ait pas traversé l'obscurité? Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Frida Kahlo peignait avec un corps brisé. Viktor Frankl a écrit sur le sens de la vie depuis un camp de concentration. Jung a traversé des crises psychiques si profondes qu'il a craint de perdre la raison. Et toi, tu voudrais trouver ton but sans tomber, sans pleurer, sans te briser un peu? C'est cette illusion qu'il faut déconstruire, car le but n'est pas synonyme de confort, il est synonyme de vérité vécue. Et vivre la vérité exige de perdre des couches, d'affronter la douleur de dire adieu à ce que tu étais, la douleur de ne plus plaire, la douleur de décevoir, la douleur d'être seul, parfois, la douleur de reconnaître que tu ne contrôles plus rien. Mais ensuite, vient quelque chose de rare,
quelque chose qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas simuler, qu'on ne peut pas accélérer. Vient la présence, cette sensation que, pour la première fois, tu habites vraiment ton propre corps, que tes pas ont un sens, que ta tristesse n'est pas un échec, mais un signe d'humanité, que ta colère peut être honorée, que ta solitude est féconde, que la douleur fait partie du processus pour devenir vivant. As-tu déjà envisagé que tu essaies peut-être d'être heureux, comme si tu étais immunisé contre la tristesse? Comme si la vie pouvait être éditée, filtrée, aseptisée? Mais l'âme ne veut pas de filtre. Elle veut la vérité. Elle veut du contraste. Elle veut ressentir. Et ressentir, par définition, inclut tout. La joie intense et l'angoisse sans nom. L'amour qui éclate et le deuil qui étouffe, l'espoir du début et la détresse de la fin. Tout cela fait partie du chemin. Tu sais pourquoi? Parce que le sens naît du contraste. La victoire est douce seulement parce que la défaite était amère. Les retrouvailles émeuvent parce qu'il y a eu éloignement. L'amour est profond parce qu'un jour ton cœur a été brisé. La paix est précieuse pour ceux qui ont traversé la guerre. Tu comprends cela? La douleur n'est pas une erreur de parcours. Elle est le sol où poussent les vertus les plus vraies. La résilience, l'humilité, le courage, la compassion, la foi. Tu veux être plus empathique? Alors tu devras sentir ta propre douleur. Tu veux devenir plus fort? Tu devras traverser ce que tu évitais avant. Tu veux aider les autres? Tu devras reconnaître combien tu as déjà été vulnérable. Car personne ne guérit sans avoir d'abord saigné. Et il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais de reconnaître qu'elle a une fonction. Elle te réveille, elle t'enseigne, elle te retourne pour te révéler ce qui était caché. Et parfois, ce qui était caché est justement ce qui te sauve. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire « C'est seulement après avoir tout perdu que j'ai compris ce qui compte. C'est cette douleur qui m'a fait renaître. » C'est là, au fond du gouffre, que je me suis trouvé. Coïncidence? Ou est-ce que la douleur n'est pas la fin, mais le seuil d'un nouveau commencement? Et voici la partie la plus libératrice. Tu n'as plus besoin de fuir cela. Ça peut faire mal. Ça peut être flou. Tu peux avoir l'impression de perdre. Mais si tu ressens, c'est que tu es vivant. Et c'est ça la mission de la douleur. Te rappeler que tu es encore là. Elle t'arrache à l'aliénation, au pilote automatique, au peu importe, au je verrai plus tard. Elle te ramène à l'instant présent. Et elle te demande, sans détour, vas-tu continuer à te cacher ou vas-tu enfin vivre pour de vrai? Et toi, que réponds-tu? Tu crois encore qu'on peut vivre avec un vrai but sans se blesser un peu? Tu crois encore que le bonheur, c'est l'absence de douleur? Ou as-tu compris que le vrai bonheur, c'est une vie pleine de sens, même quand elle inclut des larmes? Tu vas continuer à vouloir tout contrôler? Ou vas-tu commencer à accueillir le chaos avec un peu plus d'humilité? Ce sont des questions qu'on ne répond pas avec des mots. On y répond avec des choix, avec la manière dont tu te relèves après être tombé, avec la façon dont tu écoutes ton cœur, même quand le monde crie autre chose, avec le courage de continuer, même quand tu es fatigué. Et si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être que tu l'as déjà senti. Peut-être que tu es déjà différent. Peut-être qu'une vieille douleur refait surface. Si c'est le cas, accueille-la. Fais-lui de la place. N'essaie pas de tout résoudre maintenant. Reste juste là, respire. Et souviens-toi, ça passera aussi. Mais tant que ça dure, ça t'enseignera. Parce que la douleur, au fond, ne veut pas te briser. Elle veut te révéler. Et si ce que tu cherches était déjà là, non pas dans le futur, mais dans la manière dont tu vis maintenant, c'est étrange, on passe toute sa vie à courir après quelque chose qu'on ne sait pas toujours nommer. On l'appelle succès, on l'appelle bonheur, mission d'âme, vocation. Mais dans la pratique, on essaie juste de combler un vide, un espace silencieux entre ce que nous sommes et ce que nous n'avons pas encore réussi à devenir. Alors on accumule des objectifs, des réussites, des expériences, des diplômes, des relations, des voyages, des médailles invisibles accrochées à l'âme. Mais même avec tout cela, il y a des nuits où le silence nous dévore de l'intérieur. Et ce qui aurait dû être plénitude
devient un subtil sentiment de manque. Comme si nous étions toujours à un pas de la vie que nous devrions vivre. Alors vient la question, quel est mon but? Mais peut-être que la question est mal posée, car le but, contrairement à ce qu'on nous a appris, n'est pas une destination. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve au bout d'un chemin, ce n'est pas une chose unique qui résout toutes les autres. Le but, c'est la façon dont tu choisis de marcher. C'est la cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu fais. C'est ce qui se passe quand tu arrêtes de t'abandonner toi-même. Jung le savait, il n'a jamais défini le sens de la vie par des mots figés. Il parlait d'individuation, ce processus continu de devenir celui que tu es vraiment. Non pas comme un idéal parfait, mais comme une œuvre inachevée, vivante, en transformation constante. Tu te souviens de ce que nous avons traversé jusqu'ici? Tu as regardé ton ombre, tu as révélé des vérités inconfortables. Tu as fait la paix avec des parties de toi que tu rejetais autrefois. Tu as reconnu la peur comme une guide. Tu as compris qu'agir est plus puissant qu'attendre. Et peut-être, le plus difficile, tu as accepté la douleur comme une part légitime du chemin. Il ne reste plus qu'un dernier saut. Et ce saut est simple, mais terrifiant. Tu dois te permettre d'être entier. Oui, entier. Pas parfait, pas admiré, pas accepté de tous, mais entier, avec toutes tes parts réconciliées. Tu arrives à t'imaginer ainsi, vivre avec authenticité même si ça fait mal, choisir avec courage même si l'on te juge, dire ce qui compte même si ta voix tremble, renoncer à ce qui ne t'appartient plus même si ça semble fou. Tu as remarqué à quel point on a peur d'être soi-même? Parce qu'être soi, vraiment, a un prix. Tu perds des applaudissements. Tu perds la sécurité d'un masque bien construit. Tu perds la fausse paix d'un rôle social qui ne te convient plus. Mais ce que tu gagnes est inestimable. Tu gagnes une vie qui t'appartient. Tu gagnes la paix quand tu poses la tête sur l'oreiller. Tu gagnes en clarté. Tu gagnes en présence. Tu gagnes le respect de toi-même. Parce qu'il n'y a de sens que quand tu te reconnais dans le miroir de ta propre existence. Et peut-être que c'est la réponse la plus honnête à la question « Quel est le but de la vie ?» Le but de la vie, c'est de vivre d'une manière telle que tu te reconnaisses toi-même dans ce que tu fais. C'est travailler avec présence, aimer avec intégrité, choisir avec conscience, souffrir avec dignité, se tromper avec responsabilité, changer avec gratitude. Peu importe si tu es dans un bureau, une école, une scène, un champ ou un bus. Ce qui compte, c'est comment tu es là. Avec quelle intention, avec quelle vérité, avec quel courage d'être. Jung disait que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Et le mystère, c'est ça. Tu n'auras jamais toutes les certitudes. Tu changeras d'avis. Tu perdras ton chemin parfois. Tu tomberas, tu souffriras, tu échoueras. Mais tant que tu continues de te relever avec plus de lucidité que tu n'en avais avant la chute, tu es sur le bon chemin. Et si au fond, le but n'était pas d'arriver, mais de devenir quelqu'un en marchant? Qui tu as été en aimant, en pardonnant, en construisant, en tombant, en te reconstruisant? Parce qu'au final, il ne reste que cela, toi et la manière dont tu as vécu. As-tu été loyal envers ton âme? As-tu eu le courage de te contredire pour grandir? As-tu eu de la patience pour tes contradictions? As-tu eu de la compassion pour des douleurs que tu ne savais pas nommer? As-tu eu l'audace d'arrêter de te cacher? Si oui, alors félicitations. Tu vis déjà avec un but, même si tu ne sais pas encore comment l'appeler. Ça n'a pas besoin d'être épique, ça n'a pas besoin d'être extraordinaire, ça a seulement besoin d'être réel. Et si tu sens que tu as atteint un point de non-retour, que tu ne peux plus revenir à l'ancienne version de toi, bienvenue, tu as traversé. Maintenant, il est temps de soutenir. Parce que vivre avec un but, ce n'est pas seulement découvrir qui tu es, c'est continuer à l'être, même quand le monde entier veut que tu redeviennes ce que tu étais. Et ça, mon ami, ma sœur, c'est un acte de rébellion sacré. Alors maintenant, respire profondément. Tu n'es pas ce qu'on t'a dit. Tu n'es pas ce qu'on a exigé de toi. Tu es ce que tu choisis d'être, à partir de maintenant. Et si cette série de vidéos a allumé quelque chose en toi, si elle a touché ton âme,
Alors je te demande, reste, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, active les notifications, commente ci-dessous qu'as-tu découvert sur toi-même pendant ce voyage. Quelle partie t'a traversé profondément? Cette conversation ne s'arrête pas ici, elle continue avec toi et se prolonge dans le prochain contenu à venir. Dans les prochains épisodes, nous irons encore plus loin. Nous parlerons de relations conscientes, de comment soutenir celui que tu es devenu dans un monde qui veut te ramener au pilote automatique. Nous parlerons de vocation, de legs, de but collectif. Nous parlerons de l'éthique de vivre éveillé, au milieu d'un monde endormi. Si tu as trouvé ce voyage intense, attends de voir ce qui t'attend. Mais pour l'instant, merci. Merci d'avoir marché jusqu'ici. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'avoir choisi, même épuisé, de continuer. Merci de ta confiance. On se retrouve très bientôt. À très vite.